Stupide. Il y a des milliers de vidéos d'hommes faisant des trucs drôles, ça on va pas se le cacher, mais dangereux. Leur titre, pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Mais est-ce que les comportements dangereux sont la vraie raison? Ou est-ce que l'explication est plutôt biologique? Plus stupide que la stupidité. Ouais. La réponse aujourd'hui avec les meilleures études du domaine. Des études comment? Scientifique. Exactement, générique. Est-ce que vous connaissez le prix Darwin? Cette récompense est décernée à des personnes qui sont mortes ou devenues stériles à la suite de comportements particulièrement stupides de leur part. Ce designer a proposé comme trophée la fameuse fourchette en métal dans le grille-pain, grand classique des électrocutions. Classique. Et cette étude a analysé la répartition des prix Darwin pendant 20 ans. Son nom, prix Darwin, différence de sexe dans les comportements idiots. Résultat, je vous le donne en mille, les hommes représentent 88,7% des lauréats des prix Darwin. Ce que j'adore, c'est que leur graphique est tout moche. Ils ont même mis la ligne des 50% pour montrer que s'il n'y avait pas de différence de sexe, ça aurait été du 50-50, donc deux rectangles à cette hauteur. Je pense qu'ils trollent un peu ces scientifiques. Et les autres études qui suivent dans quelques minutes sont beaucoup plus précises et complètes, ne vous inquiétez pas, et elles sont toutes en description, bien sûr. Mais 88,7%, c'est malheureusement pas la seule stat qui fait peur. Les hommes meurent plus par exemple de tabagisme, sont à l'origine de beaucoup plus de crimes et de beaucoup plus d'accidents de la route mortels. Donc, est-ce qu'à cause de ça, les hommes vivent moins longtemps? Oui, mais est-ce que c'est uniquement la cause? Non. Cet article le montre bien, il est tiré de mon site préféré, Our World in Data. Selon vous, dans quel pays les hommes vivent plus longtemps que les femmes? Japon, Russie, Brésil, Nigeria. En fait, aucun. Et encore plus fort, regardez. On a ici l'espérance de vie à la naissance des femmes, celle des hommes, et si on est sur la ligne en diagonale, ça veut dire que dans ce pays, les femmes et les hommes ont la même espérance de vie. Et aucun pays ne fait exception, les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes dans tous les pays du monde. Alors, il y a quand même des différences importantes entre les pays. Par exemple, au Nigeria, les hommes et les femmes ont une espérance de vie très proche, environ 53 contre 55. En Russie, les hommes vivent en moyenne seulement 67 ans, alors que les femmes, c'est plutôt 79 ans. Et en France, 80 contre 86 ans. Et à propos de la France, allons-y, Guéban. Elle, c'est la française Jeanne Calment qui a été doyenne de l'humanité. Elle est décédée à 122 ans. En comparaison, le français qui a vécu le plus longtemps, c'est Georges Thomas, 112 ans, donc quand même 10 ans de moins. Évidemment, Jeanne et Georges sont des champions de longévité, mais ça donne quoi pour nous autres, le commun des mortels? Voici comment l'espérance de vie a évolué en France depuis 300 ans. On a une courbe pour les femmes et une pour les hommes. Donc durant toute cette période, l'espérance de vie a bien augmenté. Elle est passée d'environ 30 à, à peu près 80. Et ce, à la fois chez les hommes et chez les femmes, malgré les différentes guerres. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la différence d'espérance de vie entre les femmes et les hommes. C'est cet écart-là. On trace alors un nouveau graphique qui montre uniquement l'écart. Pour ce graphique, ça remonte uniquement jusqu'à 1816, mais c'est déjà très bien. Donc pour chaque année, plus la courbe est haute, plus le taux de mortalité des hommes en France est élevé par rapport à celui des femmes. On retrouve évidemment les guerres, là où il y a des pics, et on constate aussi que l'écart d'espérance de vie à la naissance entre les femmes et les hommes est plus important aujourd'hui, autour de 6 ans, que ce qu'il était en 1816, autour de 2 ans. Mais à l'époque, ces 2 ans, c'était significatif parce qu'on vivait moins de 40 ans. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est que la chercheuse Virginia Zarulli et son équipe ont réussi à séparer les contributions pour chaque groupe d'âge. On commence par les bébés qui viennent de naître. On voit qu'il y a 200 ans, les hommes mouraient plus à la naissance. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que la mortalité infantile en France est maintenant beaucoup plus faible, donc cet effet est devenu minime. Alors de manière générale, pourquoi la mortalité infantile est plus élevée chez les garçons? Les recherches n'ont pas une réponse tranchée, mais plutôt 3 pistes d'explication. 1. Les bébés garçons ont tendance à naître un peu plus grands et plus lourds pour une semaine de grossesse donnée, ce qui pourrait déclencher plus rapidement l'accouchement. 2. Chez les bébés garçons, le placenta a tendance à présenter une réponse inflammatoire plus marquée que celui des bébés filles. Et 3. Chez les filles, le fait d'avoir 2 chromosomes X leur assure une meilleure protection génétique contre les mutations néfastes, parce qu'il y en a toujours un autre en copie de secours. Ok, une autre tranche d'âge qui est cruciale, c'est celle des 15-39 ans. On a des variations absolument énormes. Énorme. Les pics s'expliquent assez simplement par les 2 guerres mondiales, avec des hommes dans cette tranche d'âge qui ont été appelés au front. Mais on voit qu'aujourd'hui encore, la mortalité des 15-39 ans contribue à 6 mois d'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes, et c'est là qu'on retrouve les comportements dangereux du début de vidéo. Voilà le taux de mortalité des hommes et des femmes en fonction de leur âge. Bon, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est à avoir une courbe en U. Parce que la naissance, c'est le moment où on a le plus de chances de mourir, mais une fois qu'on a passé la première année de vie, on est plus tranquille, et ensuite c'est le vieillissement qui va jouer. Plus on vieillit, plus on a de chances de décéder. Donc là, on vérifie ce que ça donne en pratique, mais c'est quoi cette bosse autour de 20 ans? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel?
Arrêtez, je suis... Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Les chercheurs appellent justement ça la bosse de surmortalité. Historiquement, c'était principalement dû à la tuberculose qui décimait littéralement des populations de jeunes adultes. Et aujourd'hui, cette bosse s'explique par plus de morts par accident, suicide, homicide ou overdose. Et ces morts prématurées touchent davantage les hommes. Mais si on revient à notre graphique sur la différence de taux de mortalité homme-femme, on voit que cette explication n'est pas suffisante. Parce qu'on rajoute maintenant les 3 tranches d'âge suivantes, plus de 40, plus de 60 et plus de 80 ans. Et ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, avant 1850, on n'atteignait que très rarement ces âges-là, donc on voit quasiment pas de différence. Mais à partir de 1950, c'est à ces tranches d'âge-là que les différences se font le plus. Les hommes sont plus sujets aux addictions, notamment à l'alcool ou à la drogue, ce qui entraîne davantage de maladies cardiovasculaires ou liées au tabagisme. Bon, et depuis les années 90, la différence se réduit un peu, du fait notamment de la diminution de la consommation de tabac chez les hommes. Et d'ailleurs, pour ma vidéo complète sur les addictions, elle est juste ici. Et j'en profite pour vous dire que je suis aussi conférencier en sciences et en environnement. Donc pour une conférence, mon mail est ici en description. Et vous aurez aussi mon tout nouveau site de conférencier. Et maintenant, une très bonne nouvelle pour vous, et un truc qui va sans doute vous intéresser. Si vous voulez connaître votre espérance de vie, vous allez sur le site de l'INSEE. Petit exemple, je suis né en 1996. Donc à ma naissance, j'avais 74 ans d'espérance de vie, et une femme née la même année avait 82 ans. Mais maintenant que j'ai 28 ans, je peux espérer vivre plus vieux que ce qui était prévu à ma naissance, et ce pour 2 raisons. Déjà parce que je suis encore en vie, donc un peu à la manière d'un jeu vidéo, on peut dire que j'ai atteint un checkpoint, celui des 28 ans. Donc par rapport à l'estimation faite en 96, on peut enlever tous les scénarios où je meurs à la naissance, d'un accident dans ma jeunesse, etc. Et deuxième raison, les conditions de santé se sont bien améliorées depuis ma naissance, et ça, c'était difficile de le prévoir à l'époque. Parce que oui, pour calculer votre espérance de vie, on part de ce qu'on connaît et on suppose que les conditions de société et de mortalité vont être exactement les mêmes pendant chaque année de votre vie. Alors qu'en fait, ça évolue sans cesse. Et tout ça, c'est une super nouvelle démonstration en images. Je regarde maintenant en 2024. Bon, ils n'ont pas 2025, mais 2024, ça fera l'affaire. J'ai 28 ans et mon espérance de vie restante est de 53 ans. Donc 28 plus 53, 81 ans. Je peux espérer vivre jusqu'à 81 ans et depuis ma naissance, j'ai gagné 7 ans d'espérance de vie. Nice. Et une femme de mon âge peut elle espérer 28 plus 58, donc 86 ans. Et bien sûr, pourquoi on parle d'espérance de vie? Parce que c'est fortement corrélé à un facteur encore plus important, l'espérance de vie en bonne santé, ou selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'âge auquel on peut encore avoir une mobilité physique, une indépendance physique, des occupations, une intégration sociale et une suffisance économique. En conclusion, la différence était à la naissance, c'est maintenant une différence de comportement, bah ouais. Je vous souhaite une bonne vie et une bonne santé, abonnez-vous si ça vous a plu, et à bientôt.